Merci Sophie. Bonjour, vous m'entendez bien, oui? Vous êtes, la plupart d'entre vous sont des chercheurs, oui? Est-ce que vous êtes d'accord si je dis qu'on veut faire de la recherche qui a une valeur ajoutée sociale? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fait la recherche aussi pour avoir un impact, un certain impact? Mais c'est vrai que la recherche et le pratique ou la société sont parfois des mondes distincts. Et dans ma présentation, je veux donner quelques idées, quelques expériences pour obtenir un impact. Et je vous demande d'avoir un peu de compassion parce que le français, ce n'est pas ma langue maternelle, ce n'est même pas ma deuxième langue. Donc, je vais commencer par une petite histoire de notre groupe de recherche parce que je pense que ça donne aussi un important de contexte pour apprécier toutes ces idées que je vais partager. Donc, le groupe de recherche a été établi en 2000 et en 2010, on s'est formé une alliance avec l'université de Gand aussi. Et ce qui a été très déterminant pour notre réflexion sur l'impact, sur la valorisation, c'est les projets SBO, parce que ce sont des projets que 50% de ces projets sont orientés vers la science fondamentale, donc la connaissance, 50% est orienté vers la valorisation. Ça a changé nos avis, nos manières de penser sur la recherche. On est devenu coordinateur de plusieurs projets européens et à cause de tous ces projets, on voit ça bien sur les photos, on a eu une croissance énorme de la groupe. Au début, on était à un stand où on pouvait encore nous monter dans un petit bateau. Et puis là, la dernière photo, c'est aussi à un stand et on devait vraiment être créatif pour être dans la photo. Donc, une croissance énorme. Et ça s'est aussi traduit dans les publications, les citations et tout ça. Mais je dirais qu'au fil du temps, on a eu plusieurs types de communication, de stratégies pour avoir un impact. On a développé ou on a évolué de dissémination plutôt classique académique vers plutôt communication sur mesure à création de réseaux et maintenant plus en plus de la collaboration active de recherche participative. Donc, c'est une croissance énorme, mais quand même, je veux dire des choses qui sont utiles aussi pour les petits groupes de recherche ainsi que pour les grands. Okay. J'espère que c'est généralisable. Et j'ai 6 points principaux, 6 idées. Donc, parfois, oui, c'est vrai, parfois, une bonne idée au bon moment, ça suffit pour avoir un impact. Mais généralement, il faut mettre beaucoup d'efforts pour valoriser la recherche, pour faire une traduction et en faisant ça, donner des perspectives d'utilisation. Et je veux demander un cadre qui peut être utile pour penser sur la valorisation. Des messages de stratégie des communications sont adaptés au public cible, mais parfois ou souvent la recherche n'est que remarquée lorsqu'il existe un lien. Donc il faut aussi investir dans les relations, construire la confiance. Et les relations de confiance vont aussi mener à la collaboration dans la recherche. Donc commençons par ce premier. Et je vais donner l'exemple des études qu'on a faites, et c'était les premières études qu'on a faites comme groupe de recherche sur les décisions de fin de vie. C'est des grandes études qui partent d'un grand échantillon de décès. Et à partir de ça, on était capable de décrire de la prévalence de l'euthanasie
et aussi les demandes de l'euthanasie en Flandre. Ces études montrent qu'il y a une augmentation de euthanasie qui est réalisée, qu'il y a aussi des demandes qui ne sont pas réalisées et qui, proportionnellement, cette demande qui sont non réalisées a diminué. Ces études ont aussi montré que cette augmentation d'exécution d'euthanasie est dans tous les types de patients. Et ces études nous montrent aussi que l'euthanasie, comparée avec d'autres décisions de fin de vie, est assez rare. Bon, c'était très vite les résultats, mais les résultats ont été publiés une première fois dans le Lancet en 1998. Et ça a bien sûr ça a eu beaucoup d'impact. On a été invité pour le comité consultatif de bioéthique pour expliquer ces résultats, et ça a fait des auditions parlementaires. Et puis il y a une deuxième étude qui a été publiée en 2001, donc un suivi de chiffres, et aussi ça a contribué à un important débat social et politique, aussi les auditions parlementaires, mais finalement aussi les 3 lois qu'on a adoptées en 2002, donc la loi de l'euthanasie, le droit de patient et soins palliatifs. Et puis on a continué à faire ces études et ça a aussi eu un impact important dans les débats dans les autres pays, par exemple en Canada et par exemple en Australie, où la groupe de recherche était aussi invité par les législateurs pour parler de ces résultats. Donc c'est un exemple où parfois juste l'idée et le bon moment suffit pour avoir un impact. Mais généralement, c'est le cas dans la plupart de nos recherches, il faut mettre beaucoup plus d'efforts pour valoriser la recherche. Et je vais vous donner quelques exemples ici. C'est des thèses de doctorat et des articles qui ont été apparus dans la même période. Et dans notre groupe de recherche, les doctorats sont une collection d'articles et ils sont toujours publiés dans un livre comme ça. Et les livres, on les envoie vers toutes les parties prenantes qui sont importantes. Et les articles, on les envoie vers une liste de plusieurs centaines d'organisations qui sont intéressées. Et on a aussi un newsletter avec les résultats. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est à peine capté ce qui est là-dedans. Donc, ça veut dire qu'une plus grande valorisation est nécessaire. Il faut créer des perspectives qui clarifient la valeur de la recherche. Il faut vraiment négocier ce que les résultats veulent ou peuvent dire pour les potentiels utilisateurs. Je dirais que la valorisation, c'est vraiment traverser le pont mi-point. Et peut-être l'image n'est pas très bien parce qu'il faut aussi un pont à l'autre côté et de le traverser mi-point aussi. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il faut plus que simplement envoyer les résultats, simplement les articles. Il faut montrer que la recherche peut signifier pour l'autre partie et engager dans un dialogue sur la manière dont les résultats peuvent être utilisés. Donc je vous donne quelques idées, un cadre qui peut offrir un peu d'idées sur la valorisation. Et je vous donne la référence de l'article. Et dans cet article, les auteurs distinguent différents niveaux de l'échange de connaissances. Il y a niveau 1 ou génération 1 qui s'appelle les Linear Knowledge Models. Génération 2 où c'est plutôt des Relational Knowledge Models. Et génération 3 qui est du Systems Thinking, Systems Knowledge Model. Donc niveau 1, c'est vraiment le langage qu'on connaît bien, le transfert de connaissances, l'adaptation de la recherche. C'est vraiment
Pour aller de connaissance vers utilisation des résultats, la connaissance est vraiment considérée comme un produit. Et il est transféré par des étapes assez gérables, prédictibles, et c'est vraiment un sens unique. C'est le chercheur qui communique les résultats. Donc, ce qui est important ici, c'est d'avoir une communication très efficace et souvent aussi de la confiance, des collaborations qui sont déjà en place. Par contre, génération 2, c'est vraiment focusé sur les interactions entre ceux qui utilisent les connaissances. Pour aller vers la connaissance, les résultats, vers l'utilisation, c'est vraiment une question de partager, créer des partenariats, engager à collaborer dans la création et l'utilisation. C'est bidirectionnel ou multidirectionnel. Et vraiment, le focus, c'est de créer des relations et des processus efficaces. Et puis, il y a la troisième génération, comme je l'ai dit, c'est vraiment le pensée systémique. Et pour aller vers utilisation, il faut penser d'une manière d'un système adaptif complexe. Il faut vraiment créer des coalitions, aller dans une trajectoire de coproduction où l'utilisation et la recherche vraiment sont les mêmes choses. Et pensons, avec ce schème, je dirais, allez, nous tous, on fait peut-être assez de génération 1 comme transfert, peut-être un tout petit peu de génération 2, génération 3, je ne sais pas. Mais bien sûr, ça demande aussi beaucoup de chercheurs. Les chercheurs ne sont pas toujours capables, n'ont pas toujours le temps de faire tous ces types de transferts ou échanges de connaissances. Donc, cela, et c'était une réalisation pour nous, ça nécessitait aussi la création d'une nouvelle fonction. Parce qu'il y a trop de tension pour les chercheurs pour faire toutes ces choses-là. Il faut aussi des différentes qualités. Et Marijke, qui est le gestionnaire de la valorisation et des relations avec les partenaires prenantes, est vraiment très très fort dans le relationnel. Elle a des autres qualités que des chercheurs. Mais bon, parfois c'est vraiment bien d'aussi faire du génération 1, valorisation, et de faire des messages et stratégies de communication, mais il faut être adapté au public cible. Je reviens sur cet exemple des livres de doctorat et les articles que j'avais dit, ils n'étaient presque pas appréciés ou utilisés. Et ce qu'on a fait, c'est de tous ces doctorats articles-là, donc c'est à peu près une quinzaine d'articles qui ont été transférés dans un policy brief. Et c'était vraiment des notes d'information très sommaires où les plus importants résultats étaient mis avec les recommandations. Donc c'est une traduction pour dire qu'est-ce que les résultats peuvent dire pour la politique, par exemple. Et vous voyez là, c'est très très simple. Et là, c'est vrai qu'on a vraiment eu un impact. Avec ce policy brief, il y a beaucoup d'organisations qui l'ont utilisé dans leur politique, dans leurs documents, et ils nous ont aussi invités à expliquer ces résultats. Et qu'est-ce qu'on leur explique? C'est des trucs très très visuels et faciles. Par exemple, que dans ces études, on a montré que l'utilisation du soin palliatif domicile, ça diminue le risque de soins potentiellement inappropriés pendant les derniers jours. Par exemple, admission à l'hôpital, soins intensifs, urgence, des tests diagnostiques, tout ça est beaucoup diminué. Et ça augmente la probabilité de mourir à domicile beaucoup.
mais ça réduit aussi le coût total des soins par patient au cours des 14 derniers jours. C'est vrai que le coût du soin domicile augmente, mais c'est beaucoup compensé par la diminution des coûts de l'hôpital. Voilà. Donc, des résultats très simples. Une autre visualisation qui marche très bien, c'est la cartographie, comme ici, où on montre que dans les régions en Belgique, il y a des fortes différences régionales de la qualité des soins de vie, expressées dans des indicateurs de qualité, soins appropriés et non appropriés. Et bien sûr, il y a beaucoup d'exemples de génération 1 méthodes de communication. Mais c'est vrai que parfois, et dans la plupart des temps, ces recherches ne sont pas remarquées parce qu'il n'y a pas encore des liens. Donc il faut aussi vraiment investir dans les relations, à construire la confiance et collaborer dans la recherche et la valorisation. Et je fais encore un peu d'histoire là. J'avais déjà parlé de ces projets SBO, où on a vraiment changé notre manière de penser sur la valorisation. Et vous voyez ici une évolution du focus dans ces grands projets. Et avec ce change de focus, il y a aussi un change dans une croissance de les partenaires prenants. Au début, c'était surtout des partenaires du soin palliatif et le gouvernement. Puis c'était le secteur de santé plus largement. Et puis c'était aussi le secteur bien-être et la société civile. Et maintenant, aujourd'hui, on est plus de 50 organisations qui travaillent avec nous pour créer cet impact. Et pour engager tous ces partenaires prenants ou utiliser des stratégies de stakeholder mapping, excuse-moi, donc pour engager tous ces partenaires, il faut faire un stakeholder mapping. Et il faut révisiter ce stakeholder mapping de temps en temps. Donc d'abord, il faut déterminer, excuse-moi, qui sont les utilisateurs finaux ou parties prenantes et qui est nécessaire, donc pour qui et avec qui. Ensuite, il faut déterminer avec qui une coopération est évidente, utile, nécessaire ou juste intéressante. On doit donc faire un mapping des parties prenantes pour leur niveau d'intérêt à utiliser les résultats et leur pouvoir d'influence pour faire un impact. Et ensuite, il faut faire les connexions. Par exemple, établir comment les liens peuvent être faits, comment transférer les résultats, comment communiquer. Et parfois, il y a déjà des liens et des networks qui sont préexistants. Voilà, je vous montre le résultat d'un stakeholder mapping que nous avons fait nous-mêmes. Et les couleurs montrent les différents secteurs qui sont représentés. Et là, le quadrant en haut, c'est vraiment le groupe avec qui on a un échange de connaissances très, très intense. Ouais. Et comme je l'avais dit, pour avoir ces 50 groupes et avoir beaucoup d'échanges avec eux, il faut vraiment quelqu'un comme Marek, donc cette gestionnaire de relations avec les parties prenantes, le Stakeholder Relations Manager. Et elle facilite le contact et la valorisation par des consultations participatives plenaires avec tout ce groupe.
Donc, chaque période, on fait avec ces 50 organisations des workshops et pour vraiment stimuler l'échange de connaissances. Puis, c'est Marek qui fait surtout des contacts réguliers un à un. Là, ça marche beaucoup mieux pour apprécier ce qu'on peut dire, ce qu'on peut signifier pour, entre autres. Et on fait ça dans toutes les étapes de recherche, non pas seulement à la fin, et là, les mettre ensemble pour réfléchir comment est-ce qu'on va maintenant, comment est-ce qu'on va traduire ces résultats comme des produits utilisés. Non, vraiment aussi au début, même aux gestions, aux conceptions de recherche, hein, du projet. Par exemple, maintenant, on est en train de travailler avec toutes ces organisations pour écrire une grande proposal pour avoir du financement. Quelques exemples, hein, il y a ici des matériels de formation et de coaching qui sont le résultat des projets qui étaient focusés sur le Advanced Care Planning et la création d'une culture palliative dans les maisons de repos. Et ça a été avec les partenaires traduit dans des matériels de formation. Un autre exemple du même projet, hein, PACE, c'était un projet européen. Avec les partenaires, on a créé un site web avec des matériels de formation et un système de coaching. Et le gouvernement a déjà dit qu'ils vont continuer ce coaching. Donc ça a eu un impact, ça a été utilisé. Et mon point final, c'est que si on investit beaucoup dans construire cette confiance, ces collaborations, ça va finalement aussi mener à la collaboration dans la recherche. Et comme ça, on peut avoir beaucoup plus d'impact. Je vous donne quelques exemples. Ici, c'est la plus grande mutualité en Belgique. Ils ont plus de 4 millions de membres. Et ils nous ont demandé de faire un projet avec eux à développer un jeu de cartes, hein, comme vous le voyez ici. Et les cartes, ils sont là pour faciliter des conversations Advanced Care Planning, avec ou sans des professionnels. Et l'impact, bien sûr, a été énorme parce qu'ils ont la mutualité a distribué ces cartes partout en Belgique et ils organisent aussi des sessions où les cartes le jeu de cartes est fait avec le grand public. Donc c'est vraiment un exemple où travailler ensemble dans la recherche garantit l'impact. Un autre exemple, c'est Ferme. C'est une grande organisation en Flandre. Originellement, c'était les femmes rurales. Hein. Mais maintenant, ça groupe plus que 70 000 femmes qui sont membres et 800 organisations locales. Et ils avaient implémenté partout en Belgique, dans toutes les paroisses, des lieux de réconfort pour trouver la consolation en cas de perte. Et là, eux, ils étaient notre partenaire, ils nous ont demandé, est-ce que vous pouvez faire une évaluation là-dessus pour voir ce qui est leur signification, comment ils sont utilisés, les places, et pour comment est-ce qu'ils peuvent être intégrés dans les quartiers bienveillants. Et puis, avec cette recherche, on a produit cette guide d'inspiration que Ferme a vraiment distribué dans toutes ces organisations locaux. Et finalement, un troisième exemple, c'est le gouvernement eux-mêmes, qui était aussi partenaire, hein, qui est en train de faire une grande réforme des soins palliatifs. Il veut aussi inclure l'aspect civil, l'aspect civique. Et ils nous ont demandé d'évaluer cette réforme. Et nous, on est entré avec eux dans un projet de recherche qui est vraiment participatif avec tous les partenaires pour faire cette évaluation de l'impact de cette réforme.
Donc, je vous ai montré que y avait 6 points principaux. Oui, c'est vrai que parfois, si c'est le bon moment, s'il y a un débat, un manque de chiffres, ça va marcher, on va avoir un impact. Mais généralement, il faut plus, il faut ajouter le valeur. Et j'ai donné un cadre qui peut nous challenger pour penser de notre valorisation pour avoir un impact. Parfois, ça suffit d'avoir une stratégie de communication qui est adaptée au public cible, mais je pense qu'il faut aussi investir dans la création des liens, les relations, la confiance. Et finalement, j'avais commencé par un peu d'histoire, mais finalement, après un certain temps, ça va mener à des collaborations dans la recherche avec tous ces partenaires, avec plus de garanties d'impact. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. On avait eu beaucoup les débats au moment de la Convention citoyenne, de comment la plateforme pouvait mobiliser les données de la recherche pour éclairer le politique et le citoyen. Et je crois que cette manière d'envisager la valorisation et d'avoir des gens qui travaillent à ça, là, je pense à ce poste que vous avez décrit, là, de quelqu'un qui va vraiment réussir à formaliser les données pour qu'elles soient accessibles, c'est très intéressant pour nous. J'imagine qu'il y a plein de questions dans la salle. Merci beaucoup, effectivement, parce que c'est très suggestif et ça donne envie, ce qui est déjà important. Il y a la confiance, mais il y a aussi l'envie. Je voulais que vous peut-être précisiez la pluridisciplinarité de votre groupe de recherche, parce qu'on voit qu'il y a une pluriprofessionnalité et puis des acteurs de la société civile, mais peut-être que vous nous donniez quelques indications sur peut-être les difficultés, les limites. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais peut-être la multidisciplinarité du groupe, c'est peut-être important de raconter un peu là-dessus. Donc il y a bien sûr les chercheurs qui sont le corps du groupe, et puis ce sont des chercheurs qui viennent de différentes disciplines. Parfois c'est des infirmiers, c'est un peu de médecins, pas trop. Et la plupart ont une formation en sciences sociales, donc des psychologues, anthropologues, sociologues. Mais on est intégré aussi dans certains hôpitaux, donc il y a tous des départements en oncologie, gériatrie, neurologie qui travaillent avec nous. Mais je dirais que ça, c'est plutôt la partie recherche. Mais c'est un important contexte parce que on a quand même, avec tous ces départements cliniques, avec ces liens cliniques, on a aussi les liens dans des networks qui existent déjà. Pour le partenariat qu'on a créé avec tous les autres partenaires, par exemple la société civique, par exemple, c'est vraiment quelque chose qu'on a investi dedans, et le contexte de ces projets que j'avais mentionnés, les SBO, ça donne une importante structure. Parce qu'il y a un projet, il y a de l'argent, ça donne une structure, et les partenaires, ils signent un contrat aussi, qui vont rejoindre ce comité d'utilisateurs, et ils sont involvés et engagés dans tout le trajectoire du projet. On a aussi appris que les involver vraiment au début, comme ça, comme eux, ils peuvent poser les questions, ils peuvent dire non, ces questions-là, ce ne sont pas vraiment importantes pour nous, parce que nous, on veut savoir, parce que c'est quelque chose qui nous empêche de improve the practice. Voilà, il faut ajouter ces questions-là. Et comme ça, c'est une co-création du projet, des idées de projet. Et là, ça crée vraiment une relation. C'est vraiment investir dans la confiance, la collaboration. Et puis, il y a toujours des partenaires qui, au long du projet, disent ouais, c'est pas vraiment
intéressant pour nous. Je ne sais pas pourquoi on est là-dedans. Et c'est pour ça aussi que je dis qu'il faut toujours revisiter cette stakeholder mapping. Mais les partenaires, société civique, ils sont vraiment dans le projet parce qu'ils ont convaincu qu'eux aussi, ils ont un rôle à impacter. Donc, c'est peut-être, enfin, c'est une réflexion maintenant, mais une importante chose qu'on a aussi appris, c'est qu'il ne faut pas parler à ces partenaires-là des soins palliatifs. Même si nous, on sait bien qu'on a une définition assez large sur ce que signifient les soins palliatifs. Mais eux, ils disent, qu'est-ce qu'on a avec les soins palliatifs? Mais si tu expliques, ouais, les soins palliatifs, c'est vraiment la promotion de santé et bien-être pour toutes les personnes qui sont confrontées avec des maladies graves, qui sont dans des situations aidantes, qui sont dans le deuil. Et là, ils comprennent. Ils disent, ah oui, bien sûr, ouais, on voit toujours des personnes comme ça et on peut avoir un impact là. Donc c'est aussi une question de langue, c'était un peu démédicalisé aussi, tout le contexte. Et maintenant, tout le monde est dans ce groupe et voit son rôle. C'est même des écoles primaires qui sont dans les utilisateurs. Ouais. Il y a une question là et après une question là. Oui, merci. Je voudrais surtout vous dire combien je suis saisie par votre présentation parce qu'elle vient comme un révélateur d'une expérience que dont je peux témoigner peut-être au sein des centres d'investigation clinique, mais peut-être beaucoup de personnes ici aussi. Donc dans des lieux qui parlent de recherche translationnelle et qui ont donc ce souci de la transmission et de la valorisation de la recherche jusqu'à une forme de communication, etc. Donc une expérience, mais qui ne va pas aussi loin que ce que vous décrivez, jusqu'à une personne responsable de la valorisation et de ce que vous avez identifié comme l'importance de faire lien et du temps, de ce lien et de la confiance. Et donc ça, je trouve que c'est un message fort pour nos politiques de recherche, parce qu'il faut se donner ce temps-là dans la construction des organisations pour aller vers cette forme de valorisation assez optimale telle que vous la décrivez. Donc voilà, merci beaucoup. Oui, et c'est peut-être un bon point, hein, parce que nous aussi, on a créé cette fonction que vous mentionnez, le valorisateur et gérant ou manager des stakeholders, parce qu'on avait créer aussi des financements, un budget pour avoir ce poste. Et on est vraiment convaincu que c'est un poste important, que c'est vraiment le missing link pour faire cette traverse du pont. Hein. Mais c'est vrai que dans les universités, ces postes n'existent pas. Il n'y a pas de financement pour ces postes-là. Et c'est vraiment aussi, ça demande un peu un change de paradigme aussi dans les universités, parce qu'ils investent dans des postes de chercheurs, des postes de postdoc, et puis c'est le professeur, mais ils n'investent pas dans ces fonctions-là. Donc il y a aussi cet article que je montre là, où c'est vraiment, oui, il y a une autre fonction qu'il faut dans les universités, et c'est bon d'avoir une carrière académique qui n'est pas comptée par les citations, les nombres d'articles, mais qui est vraiment faire l'impact. Et je trouve qu'il faut vraiment changer notre manière de penser dans les universités aussi. Donc c'est peut-être dommage que le directeur de l'université n'est plus là, mais il faut lui dire. C'est aussi qu'il faut des gens polyglottes, vous l'avez dit, parler différents langages, et que donc, ces compétences-là, elles se construisent là aussi dans la durée. Il y a des personnes qui l'ont identifié dans le champ des technologies en santé. Moi, je sors d'un centre d'investigation dédié au transfert des innovations technologiques. Et on a choisi de développer des structures un peu test comme ça, facilitant le dialogue entre la médecine et les ingénieurs. Et ces ingénieurs ont ce côté-là de
de trouver des solutions dans différents champs d'expertise et de mettre en lien. Oui. Et voilà, donc je trouve que ça fait des... Oui. Mais ici, comment dans notre université aussi, on a un Tech Transfer Unit, ou Tech Transfer Office, et toutes les universités ont ça. Mais mon expérience est très mal avec ces agences-là, parce que leur pensée est vraiment... Je pense qu'ils servent surtout les ingénieurs qui peuvent faire du technologie, peuvent alors patenter la technologie, et ça entre dans le marché et c'est marchable. Je ne sais pas si c'est un mot. Et pour nous aussi, on explique ce que nos produits, nos connaissances peuvent signifier. Ils disent, ouais, mais il n'y a pas un revenu que vous pouvez créer, il n'y a pas des patentes. Non, on n'est pas intéressé à faire des patentes. On veut tout faire dans un système de Creative Commons. On est payé à développer ça, on veut partager ça avec la société, ça doit être gratuit. Mais ça ne marche pas pour eux. Et donc il n'y a pas de support de ces services-là. C'est peut-être là où il faut changer les paradigmes, mais je ne sais pas. D'où l'importance, en tous les cas, d'avoir les divers acteurs autour de la table. C'est aussi ça. Merci. Ouais, allez-y. Je peux poser la question? Oui. Moi aussi, j'étais très impressionné par votre présentation, très atypique dans un sens, mais très plaisante intellectuellement et aussi pour comprendre ce qu'on fait. Notamment, moi, je travaille dans un institut qui prétend avoir une très haute portée translationnelle, avec une valorisation. Tout est dirigé vers la valorisation, mais qui prend plusieurs formes. Comme vous l'avez dit, la valorisation sur le niveau des publications et sur la communication auprès du grand public, faire passer des idées, récupérer de l'argent aussi, beaucoup d'argent pour pouvoir travailler. Mais j'aimerais revenir à une question plus fondamentale. Est-ce que vous pouvez remettre la dernière diapo de votre présentation où il y a les 6 points? Je voudrais juste poser une question. J'aime bien cette diapositive parce qu'en fait, elle explique tout, en fait, et elle explique peut-être, je peux me permettre, pas grand-chose, en fait. Ou peut-être ça manque d'explication sur la question fondamentale au cœur de ce que vous faites, c'est quoi une bonne idée? Parce qu'on a le sentiment, mais dites-moi si je me trompe, j'ai peut-être mal compris, on a le sentiment qu'une bonne idée, elle est définie a posteriori par son impact. Mais l'histoire des sciences, l'histoire de la philosophie, c'est dommage que le philosophe soit plus là, enfin peut-être qu'il est là, mais il n'est pas à sa place, je ne sais pas. Il n'est plus là. Il n'est plus là, c'est dommage. Peut-être qu'une bonne idée n'est pas une idée qui a un impact. Ou en tous les cas, pas avec des constantes de temps qui sont les nôtres dans les domaines qui sont les tiens, enfin les vôtres, et puis qui sont les nôtres ici pour valoriser notre recherche. Donc c'est quoi une bonne idée en fait? Je suis d'accord avec vous, qu'il y a la recherche fondamentale où le produit, c'est seulement la connaissance. Et c'est important aussi. Pour moi, ça ne doit pas toujours avoir un impact immédiat ou visible. Mais la question qui m'est posée pour faire la présentation, c'était comment créer l'impact avec la recherche. Donc il y a des recherches qui sont vraiment initiées par la curiosité. Et le produit, c'est juste la connaissance. C'est bon. Et je voudrais juste dire, avec une bonne idée, ça ne suffit pas. C'est surtout la temporalité, donc le bon moment. Et je veux dire, si c'est juste comme j'ai montré, si le moment est là, il y a une manque de données, ça vraiment ajoute à la connaissance qu'on a besoin. Là, ça suffira. Je voudrais juste dire avec cette première point que souvent, ça ne suffit pas pour avoir un impact aux sociétés. Donc, c'est pas, je ne peux pas discuter sur ce qui est une bonne idée, mais c'est surtout parfois, si c'est le bon moment, c'est suffisant, mais souvent pas. D'accord, mais ça ne veut pas dire nécessairement que... Ça peut aussi être une mauvaise idée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'une idée mauvaise peut avoir un bon impact. Ouais, voilà. On est d'accord? Ouais. On est d'accord là-dessus? On va prendre une dernière question. Merci. Alors c'est peut-être plus une remarque pour rebondir sur les discussions qui étaient liées à l'université avant. Je parle là en tant que doctorante.
qui est confronté dans sa recherche aux questions d'observation participante et de recherche-action. Et il me semble que c'est assez essentiel dans ce que vous avez présenté, surtout le modèle de production de connaissances qui, en fait, selon moi, suppose une évolution dans les méthodologies de recherche, peu importe la discipline. Alors certes, on a aujourd'hui beaucoup de médecins voilà, de personnes du corps médical qui ont à la fois une pratique de recherche et une pratique professionnelle dans le milieu médical vraiment, en tant que clinicien, si je dis bien les termes, puisque je ne suis pas moi-même issue du milieu médical. Et je suis issue d'une autre discipline, architecture et aménagement du territoire, où par exemple, on commence à entendre un petit peu l'arrivée de ces nouveaux modes de production de la connaissance par plutôt la partie participative et participante du chercheur, mais aussi du coup de ses enquêtés et de la manière dont il va aborder son terrain. Mais je crois que ce n'est pas encore le cas dans toutes les disciplines, et il me semble que c'est un des leviers, en tout cas, pour réintégrer et re-questionner la place en fait, de ces modèles de diffusion de la connaissance par rapport en tout cas aux universités et aux programmes de recherche, pour qu'on soit peut-être moins ancré dans une recherche fondamentale, mais aussi commencer à intégrer de nouvelles manières de faire la recherche. Je pense qu'il y a des résistances à ce niveau-là. Bien sûr, ça pose des questions épistémologiques. Oui, je suis d'accord. Il y a une évolution très rapide dans ces méthodes-là et aussi l'acceptance de ces méthodes. Et il faut réfléchir sur la complexité de ce qu'on est en train de rechercher. Parfois, faire une évaluation d'une intervention relativement simple dans un hôpital, c'est peut-être bon pour faire un ACT classique avec des éléments d'évaluation de processus et implémentation. Et ajouter par exemple des PPI, donc c'est du Public Patient Involvement, comme un component de la recherche. Mais par exemple, parfois, l'intervention, le programme est tellement complexe et ce n'est pas nécessairement clair au début ce que serait l'intervention, ce que sont les outcomes qui sont relevants. Et là, il faut bien sûr avoir d'autres méthodes comme des cadres comme Developmental Evaluation. C'est un cadre très utile pour faire des projets comme ça. Et hier, il y avait un des étudiants qui présentait sur le Realist Evaluation. Je pense que c'est aussi une méthode intéressante à évaluer des programmes plutôt complexes, adaptifs, un peu messy, comme on dit en anglais. Voilà, ouais. Mais vous avez raison.